Toda était un perdant faible dont les parents sont morts dans un accident de voiture. Cependant, sa vie d'orphelin change lorsqu'il est adopté par une blonde forte et plantureuse qui devient obsédée par lui. Maintenant, il devra la vaincre pour s'échapper de la ville, mais il est toujours distrait par ses énormes melons. Un jour normal, Yuki se dirigeait vers l'école où elle enseigne quand un groupe de garçons mené par un élève grande gueule, Toda, l'observe. Il saute ensuite pour attaquer Yuki, mais elle a une barrière autour d'elle qui est plus forte que les frontières de la Russie. Alors que leur embuscade échoue spectaculairement, Yuki les frappe nonchalamment tous, les projetant dans une rivière. Plus tard en classe, la belle Yuki punit les garçons et répète la règle de longue date. Ils peuvent aller à la capitale seulement s'ils peuvent la vaincre. Toda réprimande sa professeure lubrique pour les avoir commandés et exige de savoir à propos de la barrière qu'elle a utilisée plus tôt. Ses amis le soutiennent bêtement, mais le reste de la classe, sentant un gros problème, libère un grand espace au milieu de la salle. Pendant ce temps, Yuki traverse le chemin dégagé par ses élèves sages et donne un seul coup de poing qui envoie les garçons stupides voler directement à travers la fenêtre de la classe. Plus tard, son collègue, un professeur à l'air doux nommé Tachibana, la réprimande doucement pour avoir traité les garçons comme des animaux. Il essaie de défendre le désir des élèves d'aller à la capitale, mais Yuki s'en fiche. Cependant, le professeur à lunettes persiste jusqu'à ce que les marshmallows de Yuki acceptent finalement d'y réfléchir. Alors que Toda et ses acolytes rentrent chez eux, ils se plaignent de la barrière magique de Yuki. Toda dit à ses amis qu'ils ont juste besoin de s'entraîner davantage pour enfin battre leur professeur et aller à la capitale pour escalader la tour massive qui s'étend jusqu'aux cieux. Les garçons promettent tous de grimper la tour, mais Toda prend congé. Toda se rend au cimetière de sa famille. Il y a 2 ans, Toda a eu un accident qui a coûté la vie à ses parents, tandis que son grand-père, Negi Springfield, était également décédé il y a quelque temps. L'accident l'a rendu orphelin, mais Toda en est étrangement heureux, car cela lui a permis de rencontrer Yuki, qui est maintenant son tuteur. Au début, Toda avait rejeté Yuki, même si elle avait le corps le plus séduisant du Japon. Mais leur dynamique a changé lorsque Yuki s'est révélé être un véritable désastre en cuisine, et que Toda a dû prendre en charge des tâches culinaires. Ce simple acte les a rapprochés. Alors que Toda termine son rituel dans le cimetière, il aperçoit la silhouette ombragée d'un jeune homme à 4 yeux. Le fantôme se transforme alors en une version plus âgée de lui-même, disant à Toda qu'il l'attend au sommet de la tour avant de disparaître complètement. Le gamin stupide n'a aucune idée de ce qui vient de se passer dans ce cimetière. Ce soir-là, Toda demande à Yuki de lui apprendre la magie, mais elle l'ignore. Furieux, il commence à pratiquer la magie tout seul, mais finit par avoir l'air d'un vrai idiot. Le lendemain, elle bat de nouveau les garçons, écrasant leurs espoirs d'aller à la capitale. Alors qu'ils se plaignent comme des enfants, le collègue de Yuki, Tachibana, apparaît et propose de les aider. Il donne aux garçons une baguette magique qui leur permet d'utiliser un peu de magie, et leur demande de la cacher à Yuki. Cependant, la baguette magique n'écoute pas Toda, alors Tachibana lui donne un bracelet spécial à la place. Cette nuit-là, alors que Toda pense au bracelet, Yuki entre dans la pièce, le faisant paniquer. Lorsqu'elle lui demande à propos du bracelet, Toda lui dit qu'il l'a reçu en cadeau pour elle et s'enfuit de honte. Pourquoi es-tu gay? Le lendemain, alors que Yuki rentre chez elle, elle admire le cadeau qu'elle a reçu de son idiot de demi-frère. Soudain, les amis de Toda apparaissent sur la scène en utilisant la magie de téléportation. Pendant ce temps, Toda sent que quelque chose ne va pas et court vers son emplacement. Les garçons utilisent une liane pour emprisonner Yuki, espérant vaincre son gros derrière cette fois. Cependant, Tachibana les rejoint et les félicite pour leurs efforts. Puis, il attaque les garçons, les mettant tous à terre en quelques secondes. Tachibana sort ensuite plusieurs armes pour attaquer Yuki, qui tente une contre-attaque, mais à cause du bracelet à son poignet, sa magie ne fonctionne pas. Elle est transpercée par des tiges métalliques et reste figée de stupeur. Il s'avère que Tachibana est un chasseur de primes qui veut éliminer Yuki pour la récompense de 600 millions de dollars. Juste à ce moment-là, il sort une épée pour l'achever. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Toda apparaît et engage un combat brutal avec lui. Tachibana utilise la téléportation pour apparaître à côté de Toda et lui coupe le bras comme une saucisse. Alors que le garçon est allongé, impuissant, il essaie de couper la tête de Toda, mais Yuki apparaît et bloque le coup avec ses mains. Elle félicite Toda pour son attaque et le remercie pour le cadeau. Cependant, Tachibana se sent sexy ce soir, alors il découpe Yuki en petits morceaux comme un gâteau d'anniversaire. Toda hurle de choc, mais le chasseur de primes le poignarde rapidement dans le dos. Alors que le garçon sombre dans l'inconscience, Yuki le gronde pour avoir essayé d'abandonner. Elle explique qu'elle l'a rendu immortel il y a 2 ans et qu'il peut soit mourir en tant qu'humain avec des regrets, soit se réveiller en tant que monstre immortel et sauver ses amis. Yuki lui dit alors de boire son sang puisqu'il n'y a pas d'autres options. Toda lèche son sang par terre comme un vrai geek de Reddit. D'un autre côté, Tachibana est sur le point de tuer les garçons, mais à ce moment-là, Toda lui lance son bras coupé. Il crie sur le chasseur de primes et court vers lui. Mais Tachibana bloque l'attaque et coupe le 2e bras de Toda. Il rit comme un fou, seulement pour voir que Toda fait repousser son bras. Le garçon se précipite à nouveau vers lui et lui donne un coup de poing dans le ventre qui le met KO avant de s'effondrer d'épuisement. Toda se réveille et se retrouve sur les genoux de Yuki. Elle est revenue à son corps voluptueux d'origine et explique à l'idiot qu'il ne peut plus mourir. Elle dit au garçon qu'elle est une vampire de 700 ans et explique comment ses parents l'avaient supplié de sauver Toda après leur accident. Alors elle l'a transformé en vampire. Yuki se réprimande d'avoir rendu cet enfant immortel. Mais Toda pense que c'est une bonne chose de vivre éternellement. Le lendemain, les amis de Toda lui disent au revoir alors qu'ils quittent le village avec Yuki. Ils sont contrariés car ils ne pourront plus sentir les chaussettes de Yuki à partir de maintenant. Avec cela, les deux se dirigent vers la capitale, déterminés à tuer tous les démons en chemin. Alors que ces deux idiots
idiots immortels voyagent à pied vers la capitale comme des soldats ukrainiens, Toda est encore confus par sa récente montée en puissance. Alors qu'ils discutent, Yuki explique que la population mondiale a considérablement diminué et que de grandes parties du pays sont maintenant inhabitables. Toda, dont l'intérêt pour l'histoire du monde est proche de zéro, est plus préoccupé par le fait qu'il marche au lieu de prendre un bus. Yuki explique qu'elle est une cible connue avec une prime sur sa tête, donc les transports en commun sont un piège mortel, grouillant de chasseurs potentiels. Malgré cette information troublante, il commence à rêver de tous les nouveaux amis qu'il va se faire une fois qu'ils atteindront la ville. Cependant, Yuki lui assène une autre dure vérité. Puisqu'il est un être immortel figé dans le temps, il restera à jamais un garçon de 14 ans. Les amis qu'il se fera vieilliront, auront des familles et finiront par mourir, tandis qu'il restera inchangé. Même alors, cet idiot va prendre un bain dans une rivière voisine et le poids des mots de Yuki commence enfin à faire effet. Il flotte sur le dos, réalisant que ses anciens amis du village sont déjà sur un chemin différent. Il réalise aussi que son zizi restera de la même taille. Cependant, les pensées profondes de Toda sont brusquement interrompues, lorsque sa tête heurte les fesses douces d'une fille se baignant dans la rivière. Maître de l'interaction sociale, Toda ne s'excuse pas, mais lance plutôt un compliment étrange sur ses trésors. Cela met la étrangère tellement en colère qu'elle se retourne et sort une épée, prête à lui trancher la tête. Toda recule, apercevant enfin son agresseur et remarquant que c'est une jolie petite femme. La étrangère écrase la bouche de Toda avec le plat de son épée, avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Après qu'ils se soient tous les deux habillés, l'étranger se présente comme Kuramaru, et Toda réalise qu'il s'est trompé. Ce porteur d'épée à l'apparence délicate est en fait un garçon de Thaïlande. Plus tard, Toda se présente et explique son objectif d'atteindre la tour. L'intérêt de Kuramaru est immédiatement éveillé, car il révèle qu'il vient juste de là-bas. En entendant cela, Toda est ravi et demande au Ladyboy comment atteindre la tour. Cependant, Kuramaru explique qu'il a été expulsé de sa famille super riche pour être un légume faible. Donc, pour rentrer chez lui, il doit tuer un vampire notoire connu sous le nom de Dark Evangel. Alors que Kuramaru décrit cette menace vieille de 700 ans, Toda ressent une peur grandissante. Juste à ce moment-là, Kuramaru remarque que Toda n'a pas de reflet dans le verre, comme dans cette scène stupide de Twilight. Et pile à ce moment, Yuki les rejoint avec ses knocker bongs. Kuramaru attaque Yuki sans hésiter une seconde, mais elle arrête son épée avec un seul doigt, le taquinant pour faire partie d'une famille de chasseurs de monstres. L'air est rempli d'un silence gênant, et Toda essaie de calmer la situation. Cependant, Kuramaru déclare que sa famille doit chasser des monstres comme elle et se prépare à utiliser une technique puissante. Malheureusement, Yuki le transperce proprement à travers la poitrine avec sa main nue comme un blanc de poulet. Toda est horrifiée, pensant qu'elle vient de tuer son potentiel nouvel ami. Mais à sa grande surprise, la blessure de Kuramaru guérit instantanément. Les deux immortels idiots sont stupéfaits de voir cela, car cet enfant est immortel comme eux. Toda essaie de vérifier son état, mais alors qu'il s'approche, Kuramaru se réveille et le frappe. Il défie à nouveau Yuki en duel, mais cette blonde sensuelle dit au jeune homme efféminé de vaincre d'abord Toda, s'il souhaite l'affronter. Kuramaru accepte le défi, et Toda, voyant la douleur du rejet dans les yeux de son nouveau rival, accepte également le combat. Immédiatement, Kuramaru attaque avec une vitesse aveuglante, mais Toda esquive chaque coup. Puis Toda ajoute une condition, le gagnant pourra faire au perdant tout ce qu'il veut. Alors que les deux s'engagent dans un combat intense, ils portent tous deux des coups impressionnants, et reçoivent un signe d'approbation de Yukihime. Le combat atteint son apogée lorsque Kuramaru coupe soudainement la tête de Toda, pensant que le combat est terminé. Mais Toda attrape sa propre tête en l'air, la remet sur son cou, puis envoie un Kuramaru complètement surpris au sol, remportant ainsi le combat. Craignant d'avoir éliminé ce Ladyboy, Toda se précipite, mais le naïf finit par se réveiller le cœur brisé. Il s'inquiète que Toda exige quelque chose de pervers de lui. Ouais, mec. Mais Toda lui demande seulement d'être son ami. Plus tard, le nouveau trio se dirige vers une source chaude. Toda essaie de détendre Kuramaru, mais le garçon est toujours abattu, honteux de sa défaite. Dans un éclair de génie, Toda décide que le meilleur moyen de créer des liens est d'aller espionner Yuki dans le bain des femmes, comme un républicain louche. Il pointe vers une haute falaise surplombant les sources, et bien que Kuramaru ne soit pas intéressé, Toda l'escalade seul. En haut, il saute dans le bain, mais ne voit pas la blonde au gros melon. À la place, il voit une jeune fille petite et se demande qui elle est. Mais quand elle se transforme de nouveau en la forme mature que Toda reconnaît, il comprend que la petite fille est en fait la véritable forme de Yuki. Toda la taquine immédiatement pour son petit corps, tandis que Kuramaru craint pour sa vie en bas. Juste à ce moment-là, Yuki l'attaque à nouveau, faisant tomber Toda de la falaise. Kuramaru voit cela et se précipite à la rescousse. Il parvient à attraper la main de Toda et dit à son nouvel ami de le renvoyer en haut. Kuramaru le catapulte dans les airs et l'idiot en profite pour arracher la serviette de Yuki. La nuée Yuki est fier de lui et propose de lui montrer ses énormes bottes à clochettes, mais Toda prétend qu'il n'est pas intéressé par le lait de vache. Comme prévu, il est impitoyablement puni, tandis que Kuramaru éclate enfin de rire. Toda est heureux de voir que son nouvel ami les a enfin acceptés, et Yuki promet d'entraîner Kuramaru pour qu'il puisse un jour la défier correctement. Alors qu'ils retournent tous les trois en ville, Toda, maintenant avec un autre immortel à ses côtés, se demande s'il y en a d'autres comme eux. Il a une grande idée. Il devrait rassembler tous les immortels et former une équipe de super-héros, comme les Avengers ou les Power Rangers. Kuramaru est choqué par cette idée, tandis que Yuki le taquine pour son rêve enfantin, mentionnant que quelqu'un d'autre lui a donné une idée similaire il y a longtemps. À ce moment-là, un convoi de voitures noires élégantes arrive, et l'une d'elles renverse l'idiot dégoûtant. Une fille en uniforme scolaire sort d'une des voitures et salue Yuki avec révérence. Un groupe entier d'hommes en noir émerge, déroulant un tapis rouge pour leur maîtresse. Toda est complètement choqué. Il s'avère que Yuki est la patronne d'une sorte d'organisation de type Yakuza. La collégienne, qui s'appelle Kirin, se met en colère contre Toda pour être un immortel de seconde main dégoûtant. Elle veut clairement le tuer, mais Yuki lui dit calmement de contrôler ses hormones.
Alors que Yuki se dirige vers sa voiture, elle se tourne vers Toda et lui dit que son rêve de créer une organisation d'immortels est déjà une réalité connue sous le nom de UQ Holder. Le groupe de vampires immortels voyage sur un yacht élégant en route vers la base secrète de l'organisation. L'énergie de Toda est à son comble, car il a hâte de se faire sucer par des vampires. Kuramaru est plus réservé, encore en train de digérer la série d'événements qui l'ont conduit dans cette folie. Pendant ce temps, Yuki a une conversation tranquille avec l'un de ses principaux subordonnés, Kirin. Il s'avère que Kirin est très sceptique à l'égard de la nouvelle recrue. Elle ne fait aucun effort pour cacher son mépris pour le type Toda, demandant à Yuki pourquoi elle amènerait un idiot aussi enfantin et irrespectueux dans leur rang. Mais Yuki explique calmement la situation. Elle dit à Kirin que tous les deux, elle et Toda, sont probablement les membres les plus puissants de tout leur groupe. Quand la fin du monde finira par arriver, ils pourraient être les seuls à rester debout. Par conséquent, apprendre à dévorer le ding-dong de Toda est une nécessité. Une fois arrivés à la base massive de l'île, Toda et Kuramaru sont accueillis par une vue surréaliste. L'endroit, c'est un paradis high-tech. Des hommes en costume noir salutent Yuki avec la révérence habituellement réservée à une déesse. Les deux garçons s'émerveillent devant la scène et se demandent ce qui se passe. Deux autres membres, un homme en tablier de boucher et lunettes nommé Jengoro, et un autre membre à l'air stupide nommé Iku, leur font visiter et expliquer les bases. Ils leur font savoir que UQ Holder est composé de toutes sortes d'immortels, d'êtres magiques, de cyborgs, de monstres, et de tout ce qui se trouve entre les deux. Naturellement, les garçons sont impatients de rejoindre cette famille bizarre de marginaux. Mais bien sûr, les choses ne sont pas si simples. Avant de pouvoir devenir officiellement membres, ils doivent passer un test. L'épreuve est simple. Chacun d'eux doit porter au moins un coup à son adversaire assigné dans un délai de 7 jours. Kirin se porte immédiatement volontaire pour combattre Toda, manifestement impatiente de donner une leçon au petit morveux. D'un autre côté, Jengoro accepte d'affronter Kuramaru. Toda se jette immédiatement sur Kirin pour l'attaquer, mais elle le dévie facilement et écrase sa tête stupide avec son énorme marteau, alors qu'il est allongé comme une escorte payée dans une chambre d'hôtel à Vegas. Voyant cela, Kuramaru hésite à se lancer dans un combat. Cependant, lorsqu'il finit par charger Gengoro avec son épée, il ne parvient pas à porter un seul coup. Plus tard, tous les deux s'assoient pour se détendre. Se sentant épuisés et frustrés, ils se demandent comment ils sont censés porter un coup à des adversaires qui sont clairement d'un autre niveau. C'est alors qu'ils aperçoivent une servante nommée Tuna qui lutte avec des sacs poubelles. Après qu'elle trébuche, les deux se précipitent pour l'aider, espérant coucher avec son derrière puant. Tuna explique qu'elle est juste une humaine ordinaire travaillant à l'auberge du quartier général. Voyant une chance de se changer les idées, Toda et Kuramaru proposent de l'aider avec ses tâches. En transportant des boîtes vers une zone de stockage, Toda entend soudain une voix mystérieuse le guider. Il la suit dans un long escalier qui mène à une immense grotte cachée avec un bâtiment étrange à l'intérieur. Il s'y dirige avec Kuramaru, où il rencontre un type aux cheveux rouges ébouriffés qui a l'air plus ivre que Jack Sparrow. Il s'avère que ce type ivre est Jinbei Shishido, le deuxième membre le plus puissant de UQ Holder après Yuki elle-même. Jinbei les dirige vers une épée massive coincée dans un énorme cube de pierre et demande à Toda de la retirer. Au début, l'idiot refuse, affirmant que c'est un peu louche. Mais Jinbei se moque de lui, disant qu'un vrai homme a besoin d'une arme pour avoir l'air cool. En entendant cela, Toda essaie et se rend vite compte que la chose est impossible à bouger. Alors que Jinbei commence à expliquer l'histoire de l'épée, Toda entend à nouveau la même voix mystérieuse, lui disant d'actionner un interrupteur sur l'épée. Dès qu'il le fait, l'épée glisse hors de la pierre presque sans effort. Jinbei est choqué par cela, mais la vraie surprise vient lorsque l'épée elle-même commence à parler. Se présentant comme Kurobo, elle déclare avoir choisi Toda comme nouveau partenaire. Jinbei, qui s'attendait clairement à cela, explique que l'épée permet à son porteur de contrôler son poids, en faisant une arme incroyablement mortelle. Il le démontre en la rendant à Toda, qui la laisse tomber immédiatement lorsque son poids écrase sa main, laissant un énorme trou dans le sol. Jinbei leur dit que s'ils veulent réussir leur test, ils devront s'entraîner dur ici même. Les 7 jours suivants sont un tourbillon d'entraînement intense et de travaux ménagers. Toda et Kuramaru passent leur journée dans le donjon à aiguiser leurs compétences et utilisent leur temps libre pour aider Tuna avec ses tâches de l'auberge. Jinbei informe occasionnellement Yuki de ses nouvelles recrues, qui ne semblent pas du tout impressionnés. Lorsque le dernier jour de l'épreuve arrive, ils émergent du donjon comme des cloches dégonflées, prêts pour leur revanche. Le combat commence avec Kuramaru contre Jengoro. Il complimente l'amélioration de Kuramaru, mais note que ses attaques sont encore trop prévisibles. Le combat est à sens unique, Gengoro esquivant et bloquant chaque mouvement sans effort. Les choses semblent mal engagées jusqu'à ce que Kuramaru, se souvenant du style de combat imprudent de Toda, élabore un plan désespéré. Il laisse intentionnellement son bras ouvert à une attaque. Gengoro le coupe net, mais Kuramaru utilise son bras sectionné pour attraper une autre épée et poignarder Jengoro par derrière. Ça fonctionne parfaitement. Il a réussi à porter un coup et a officiellement réussi l'épreuve. De l'autre côté de la base, Toda se bat contre Karen. Armé de Kurobo, il est maintenant une menace beaucoup plus grande. Il utilise des attaques de style anime incroyablement stupides et parvient à tenir la fille aux cheveux bleus à distance. Alors qu'il continue de se battre, Toda parvient finalement à utiliser la manipulation du poids de l'épée pour la faire trébucher. Il est sur le point de porter le coup final quand il entend Tuna crier à proximité. Il s'avère que Tuna est attaqué par un groupe de monstres géants apparus de nulle part. Juste au moment où Toda est sur le point de sauver cette petite servante, Karine l'arrête, lui disant d'attendre le bon moment. Elle distrait héroïquement les monstres et les éloigne de Tuna. Pendant ce temps, Toda met la servante en sécurité où Kuramaru et Jengoro apparaissent. Toda retourne dans le combat. Il augmente le poids de son épée, puis s'écrase sur les monstres comme une météorite, les anéantissant tous à l'impact.
Juste à ce moment-là, Yuki apparaît avec ses cartons de bouteilles de lait et félicite à la fois lui et Karin. Elle mentionne que le temps d'essai est déjà écoulé, et Toda commence à supplier pour 5 minutes de plus afin de terminer son combat. L'offre est rapidement refusée, mais comme il a combattu héroïquement contre les monstres, Toda a officiellement réussi le test. Avec l'épreuve terminée, Yuki révèle que les monstres se sont probablement échappés de la partie inférieure de l'installation par un trou qu'ils ont fait. Elle donne ensuite aux deux idiots leur première mission officielle, descendre dans le donjon et éliminer le reste des monstres qui se sont échappés. Yuki ouvre un trou dans le sol et les envoie plonger dans l'obscurité en dessous, où ils se retrouvent face aux horreurs qui les attendent. Le lendemain, le géant de Yuki appelle Toda et Kuramaru à son bureau et leur donne leur première mission dans le monde réel. C'est censé être une tâche facile destinée aux débutants stupides et dégoûtants. Les garçons doivent aider Karin à se rendre dans une ville humaine et protéger un orphelinat dans les bidonvilles. Au départ, Karin refuse la mission, mais espérant obtenir des conseils sur les cartons de lait de Yuki, elle accepte d'accepter la mission. Naturellement, Toda suppose que cette mission facile signifie qu'il pourra se détendre dans une voiture. Plus tard, alors qu'il se prépare pour la mission, il dit fièrement à la servante, Tuna, qu'il écartera ses jambes à son retour des bas-fonds. La prédiction de Toda est complètement fausse, car quelques instants plus tard, Karin les fait courir tout le trajet à pied. Alors que les garçons se plaignent de leur endurance, Karin explique la dure réalité de leur monde. Derrière la façade scintillante et high-tech de la capitale se cache une immense ombre de pauvreté. Les bidonvilles sont remplis de personnes qui ont été laissées pour compte. Et pire encore, il y a des factions riches qui veulent exterminer ces gens et effacer les pauvres de la carte. Karin explique que c'est le véritable but de UQ Holder. Pas seulement un club pour immortels, mais une force qui protège les opprimés des corrompus et des puissants. Toda essaie de féliciter Karin pour ses efforts, mais elle lui écrase rapidement la tête pour être un fils de pêche-lait. Alors qu'ils courent à travers les bois, Karin explique que le vrai danger se trouve en bas de la falaise. Alors Toda saute héroïquement en bas. Il ne parvient qu'à effrayer les pauvres enfants de l'orphelinat, tandis que les hommes en noir s'effondrent à cause de l'impact de Toda. Après ce début brillant, l'équipe décide d'utiliser le bras de fer pour déterminer qui fait les corvées. Toda, étant le perdant stupide qu'il est, perd chaque match et est immédiatement chargé de la cuisine. Énervé mais résigné à son sort, il prépare un repas pour tout le monde, et à leur grande surprise, c'est délicieux. Tout le monde est impressionné par ses talents culinaires, et même Karin doit admettre que le gamin a du talent. À ce moment-là, tout le monde veut que ce renifleur de gelée prépare les repas pour eux, ce qui rend Toda incroyablement en colère. Karin sourit à cela, mais elle dit à Toda d'apprendre un mouvement appelé Flash Step pour gagner au bras de fer. Plus tard, la nonne qui dirige l'endroit a une conversation sérieuse avec Karin et Kuramaru. Elle explique, comme une vraie mauviette, qu'un groupe de voyous locaux continue de se montrer la nuit, menaçant de les expulser de chez eux. En entendant parler de la lutte quotidienne et de la peur avec lesquelles ces gens vivent, le chef de la clique des Ladyboys, Kuramaru, est convaincu que c'est le bon chemin, renforçant sa détermination à les aider. Pendant ce temps, Toda se dirige vers un grand espace ouvert pour commencer son entraînement, qui consiste principalement à courir dans tous les sens comme une poule sans tête, jusqu'à ce qu'il réveille un type baraqué ressemblant à un soldat. Le type est furieux à cause du spectacle comique minable que Toda offre et l'attaque soudainement. Il dit à l'idiot que sa posture est complètement fausse et procède à démontrer à quoi ressemble un vrai flash step. Alors que Toda s'énerve contre lui, l'homme se présente comme Kido. Il démontre ses capacités en se déplaçant si vite qu'on dirait qu'il est téléporté par Elon Musk. Kido mentionne qu'il est un artiste martial itinérant. Cependant, il est surpris d'apprendre que Toda vient de commencer à s'entraîner parce qu'il lui a fallu 10 ans pour maîtriser la technique. Kido montre à Toda un schéma expliquant comment le jeu de jambes et la flexibilité sont les clés de la victoire, mais l'idiot ne comprend pas. Intrigué par son potentiel, Kido promet de faire de lui son élève. Cette nuit-là, Toda commence son entraînement bizarre en cuisinant et mangeant avec ses pieds. Toutes les filles de l'orphelinat rient de cette dévotion, tandis que les hommes en noir mangeaient comme des sauvages affamés dans Le Seigneur des Anneaux. Pendant l'entraînement, Kido dit au garçon qu'il doit rendre sa jambe encore plus forte. Alors Toda commence à faire toutes ses corvées en utilisant seulement ses pieds. Sa dévotion inspire même un petit gamin des bidonvilles nommé Rookie à commencer à s'entraîner avec lui. Pendant ce temps, Kido rencontre ses deux collègues louches, son patron aveugle, Nagumo, et un homme à l'air pervers nommé Chao. Après s'être transformé en loup-garou à part entière, il est clair qu'ils sont une équipe de chasseurs immortels envoyés pour exterminer les bidonvilles. Leur attaque est rapide et brutale. Les gardes de l'UQ Holder sont exterminés par des marionnettes à l'apparence grotesque. Au même moment, Karin prend un bain, montrant son ensemble de seins délicieux, juteux et fantastiques. La nonne qui monte la garde à l'extérieur lui tient compagnie, tandis que les deux parlent de politique américaine. Juste à ce moment-là, un portail s'ouvre au sol et Chao l'attaque par surprise. Elle bloque immédiatement l'attaque en utilisant une barrière. Chao la taquine, impressionnée qu'elle n'ait pas succombé à son attaque surprise. Les deux s'engagent dans une bataille acharnée, et bientôt il tranche le cou de Karin, mais sa peau refuse d'être coupée. Alors que la fille reste confuse, Chao commence à raconter une histoire. Il y a de nombreuses années, des chasseurs de sorcières ont essayé de brûler une petite fille, mais elle ne mourrait pas, quoi qu'il fasse. Peu importe ce qu'il faisait, elle ressentait la douleur, mais ne saignait jamais. Il l'appelait la Sainte d'Acier, et un jour, une autre fille est apparue et l'a emmenée. Alors qu'il tord son poignard dans le corps de Karin, Chao révèle qu'il connaît la vérité. Elle est cette sainte. Il se moque de son immortalité, la qualifiant de malédiction alors qu'il utilise sa magie de l'ombre pour lier son corps voluptueux, beau et juteux, l'immobilisant et la poignardant à plusieurs reprises, tout en la narguant d'être quelqu'un qui peut ressentir la douleur mais jamais recevoir la délivrance de la mort. Dehors, Toda est avec Rookie. Quand il voit ces feux, ils sont attaqués par les marionnettes, mais Kuramaru arrive juste à temps.
Alors qu'il se demande quoi faire, Kido apparaît sous sa forme de loup-garou avec Nagumo derrière lui. Kido taquine Toda pour être un vampire immortel puis attaque, plaçant un sceau magique sur lui qui le laisse complètement paralysé. Avec Toda hors de combat, Kuramaru se prépare courageusement à les affronter tous les deux. Nagumo et Kido décident de l'attaquer ensemble. Kuramaru, sachant qu'il doit signaler de l'aide, déclenche une technique qui envoie une explosion de feux d'artifice dans le ciel. Il parvient à rester hors de danger un instant, mais Kido s'approche comme Jeffrey Dahmer et le frappe, le distrayant suffisamment longtemps pour que Nagumo lui coupe la main. Dans une contre-attaque stupéfiante, Kuramaru parvient aussi à couper la main de Kido avant de battre en retraite. Les deux immortels réattachent leurs membres comme si de rien n'était. Kido taquine Kuramaru et se prépare à terminer le combat en utilisant un pas éclair perfectionné qu'il ne voit même pas venir. Kido commence à le marteler comme s'il était de la pâte, puis le coupe net avec un coup de pied puissant. Avec cela, le corps coupé en deux de Kuramaru atterrit devant le désemparé Toda. Comme si cela ne suffisait pas, Kido attrape deux grands panneaux métalliques et les utilise pour clouer les moitiés encore vivantes de Kuramaru au sol, le laissant complètement vaincu, réduit en bouillie et craignant que son sort ne soit scellé. La situation semble sombre. Toda est paralysé par un sceau magique, et Kuramaru a été coupé en deux et cloué au sol. Juste au moment où le loup-garou Kido s'apprête à porter un coup fatal avec un sort de glace, le petit gamin des bas-fonds, Ruki, qui semble avoir plus de courage que de bon sens, saute devant un Kuramaru horrifié pour le protéger. Pendant ce temps, le pervers Chiao s'amuse toujours à embêter Karin. Il lui rappelle son passé en tant que sainte d'acier, une fille qui pouvait ressentir chaque once de douleur, mais était maudite de ne jamais mourir ou saigner. Il tord son poignard en elle, ravi de faire face à quelqu'un qui peut endurer autant, comme un Jerry Seinfeld maléfique. Chiao lui dit qu'il est juste là pour la retenir, savourant chaque seconde de sa souffrance. Pour rendre la scène encore plus dérangeante, il lèche les joues de Karin comme un dalmatien. Ruki défie les chasseurs immortels de l'attaquer, criant qu'il les empêchera de détruire sa maison. Cependant, Kido arrête son attaque d'un seul doigt et attrape facilement le gamin. Ruki demande pourquoi ils veulent le tuer, et le patron aveugle, Nagumo, explique calmement la dure vérité. Ils ont été payés par les riches qui vivent au sommet de la Trump Tower. Ce n'est pas de la malveillance personnelle, c'est juste du business au pays des braves. La terre n'appartient pas aux habitants des bidonvilles, et les mercenaires ont été engagés pour faire le sale boulot. Ayant eu assez de cette diarrhée verbale, Kido se prépare à tuer Ruki. Mais c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Kuramaru. Avec un sursaut de pure volonté, il se libère des entraves et, même avec son corps encore déchiré, se jette en avant, protégeant Ruki de l'attaque imminente de Kido. Alors que tout espoir semble perdu, Toda, qui était étendu sur le sol comme un sac de pommes de terre, est soudainement debout. Le sceau magique a disparu, et ses bras sont maintenant couverts d'un gantelet sombre et laid, émettant une aura étrange. Il a d'une manière ou d'une autre absorbé le sceau, et même lui ne sait pas comment cela s'est produit. Ses ennemis réalisent qu'il est bien plus puissant qu'ils ne le pensaient, et sont discrètement impressionnés. Xiao, toujours perdu dans son monologue tordu, se retrouve soudainement à recevoir une raclée divine. Après avoir enduré une torture incessante, Corinne révèle enfin la vérité derrière son immortalité. Ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction divine d'amour. Sans autre option, elle puise dans l'une de ses formes plus puissantes. Elle s'élève dans les airs, entourée d'une lumière aveuglante qui efface les ombres environnantes. Elle déchaîne ensuite un poing sacré, suivi d'une tempête de coups de pied et de poings fulgurants qui envoient le pervers s'écraser au sol, comme le dégoûtant Toda de l'autre côté de la Val. D'un autre côté, Toda affronte son ancien professeur. Kuramaru demande à propos de son nouveau look, mais Toda sait seulement qu'il se sent incroyablement puissant. Kido est un fanatique de combat, et voir la nouvelle puissance de Toda ne fait que l'exciter davantage. Sans perdre une seconde, Toda s'élance en avant et les envoie valser d'un seul coup. Kido charge ensuite, mais Toda utilise ses nouveaux pouvoirs pour esquiver, contrer et échanger coup pour coup avec le loup-garou. Juste à ce moment-là, Corinne apparaît sur la scène, prêt à s'occuper du plus fort nommé Nagumo. En voyant cela, Kaido prend également ce combat au sérieux et se transforme de nouveau en sa forme originale. Toda lui demande pourquoi il frappe des enfants, et Kaido admet avec désinvolture qu'il est le Mike Tyson japonais. Peu importe qui ou pourquoi, tant qu'il peut combattre des adversaires forts. Avec cela, ils reprennent le combat, se déplaçant et frappant à des vitesses que la plupart des gens ne verraient même pas. Ils sont tous deux maîtres du pas éclair maintenant, et tout le combat semble irréel. Après avoir vu la nouvelle force de Toda, Kaido propose même de faire de lui son véritable élève, mais Toda refuse immédiatement. En réponse, Kaido sort un mouvement audacieux, Blazing Piercing Judgment. Il utilise le pas éclair pour briser le mur du son, percutant la poitrine de Toda et lui arrachant le cœur, qu'il écrase dans sa main. Juste au moment où Kaido commence à lancer un sort de scellement pour en finir définitivement, d'énormes ailes noires explosent du dos de Toda. Son corps commence à rassembler les morceaux brisés de son cœur tout en libérant une vague massive d'énergie sombre. Nagumo explique à Corinne qu'il s'agit d'une magie incroyablement puissante et rare appelée Magia Erebia. L'utilisateur risque la perte totale de son âme. Seules deux personnes dans le monde sont connues pour l'avoir, la Dark Angel Yuki, qui n'a pas réussi à la maîtriser, et son disciple, Negi Springfield, qui en a manié la forme complète. Nagumo craint qu'un troisième utilisateur puisse bouleverser l'équilibre du monde. Maintenant complètement submergé par le pouvoir, Toda se jette sur Kaido avec une force brutale et débridée. Il le projette dans un bâtiment, puis se précipite avec une rafale d'attaque qui effraie même Nagumo. Il essaie d'aller sauver son ami, mais Karin l'arrête avec son épée, comme une Caitlyn Jenner.
Juste au moment où Toda est sur le point de porter le coup final à Kaido, il hésite soudainement, luttant pour reprendre le contrôle de lui-même. Après un moment, l'aura sombre s'éloigne de lui, le laissant gravement blessé et épuisé. Kaido, abattu par l'assaut, guérit de ses blessures de loup-garou et admet sa défaite, demandant à Toda de le tuer. Mais cette petite fouine refuse d'accepter la victoire, disant que ce n'était pas vraiment lui qui se battait. Alors ils conviennent de régler les choses pour de bon avec un bras de fer. Pendant le match, alors que Kaido lutte pour gagner, il voit Toda pleurer. Le garçon le réprimande, se demandant comment quelqu'un avec autant de pouvoir pourrait l'utiliser pour le mal. Kaido est surpris que Toda utilise seulement sa force naturelle pour l'égaler. Propulsé par rien d'autre que la pure volonté et une colère juste, Toda libère une dernière explosion de force, écrasant le bras de Kaido et détruisant le bâtiment derrière eux dans le processus. Nagumo est impressionné que Toda ait vaincu Kaido sans magia et rebea. Même Karin est impressionnée par sa puissance brute. Kaido supplie encore une fois Toda de l'achever comme une sorte de fétiche, mais le garçon refuse. Juste à ce moment-là, Nagumo ouvre un portail et part avec Kaido et Kyu, vaincus comme une bande de mauviettes. Les habitants du bidonville se rassemblent pour regarder leur maison partir en flammes. Mais ensuite, Yuki apparaît, et avec une seule démonstration massive de pouvoir, gèle tout le village, éteignant le feu sur le champ. Elle félicite Koromaru pour son signal de feu d'artifice, qui les a aidés à retrouver tout le monde. Elle salue Nagumo, qui semble surpris de la voir, et Toda est choqué qu'elle connaisse le chef mercenaire aveugle. Plus tard dans la nuit, les villageois organisent un grand dîner, offrant de la nourriture à ceux qui les ont sauvés. Pendant qu'ils mangent, Yuki explique à Toda qu'il est logique qu'il ait hérité de Magia et Rebea. Après tout, ils partagent le même sang. Alors que les enfants des bidonvilles appellent les UQ Holders à manger avec eux, aucun d'eux n'est conscient qu'un drone mystérieux espionne Toda depuis les ombres, observant la scène depuis son perchoir au sommet de la tour. Plus tard, Koromaru est à la base des UQ Holders, chargé de ramener l'épée sentiente de Toda, Kurobo, en toute sécurité dans la chambre de Toda. Cherchant à comprendre le pouvoir sombre que son ami avait manifesté, Koromaru demande à l'épée si elle sait quelque chose sur Magia et Rebea. Cependant, Kurobo évite la question et renverse la situation, soulignant qu'il a remarqué les sentiments intenses de Koromaru pour le petit derrière maigre de Toda. Cela frappe Koromaru comme un coup physique. Confus et embarrassé, il le nie immédiatement et enfonce l'épée dans le sol. Il s'enfuit ensuite de la scène, complètement embarrassé, laissant l'épée derrière lui. Alors qu'il essaie de rassembler ses pensées, le regard de Koromaru tombe sur Toda, qui est en bas près du quai en train de renifler les aisselles de la servante, Tuna. Toda examine avec excitation un bateau à moteur que Yuki a construit elle-même à partir de pièces de récupération. Impressionné par son habileté, il la rejoint avec enthousiasme pour une promenade. Alors qu'il navigue sur l'eau, Yuki lui confie son rêve de devenir un jour pilote professionnel. Toda, avec son sérieux caractéristique, lui offre son soutien total, l'encourageant à poursuivre sa passion. De loin, Koromaru les observe rire et parler avec une familiarité évidente. Une douleur jalouse et confuse le frappe alors qu'il lutte pour comprendre cette étrange sensation de douleur dans sa poitrine. Plus tard, cherchant la solitude, Koromaru se détend dans l'une des sources chaudes de la base, son esprit repassant les mots de l'épée et la scène avec Toda et Yuki. Mais sa réflexion tranquille est brisée lorsque Karin fait irruption dans la pièce pour lui remettre une mission, le surprenant complètement exposé avec son zizi muté. C'est dans ce moment sans défense que Karin voit enfin la vérité. Acculé, Koromaru est forcé d'expliquer sa situation unique. Il révèle qu'il n'est ni homme ni femme. Il appartient au clan Fushigari, une race de semi-humains qui naissent sans genre défini. À l'adolescence, ils doivent choisir lequel ils seront pour le reste de leur vie. Cependant, la réaction de Karin n'est pas de la compréhension, mais de l'agression. Elle engage un combat, ses motivations entièrement égoïstes. Croyant que Toda tombera lentement amoureux de Yuki, elle exige que Koromaru suce le ding-dong de Toda chaque jour et détourne l'attention de Toda de son maître. Elle maîtrise Koromaru, écartant son épée et lui ordonnant de se conformer. Cependant, leur confrontation est interrompue par l'arrivée opportune de l'androïde, Amiya, qui les observait. Il leur assure qu'il ne révélera pas le secret de la saucisse de Koromaru et déclare calmement qu'il a un plan. Quelque temps plus tard, Toda est occupé avec ses tâches, se demandant où son ami a disparu. La réponse arrive sous la forme d'une belle fille blonde timide qu'il n'a jamais vue auparavant. C'est le plan d'Amiya en action. Koromaru, maintenant déguisée en fille et se présentant comme Kuro, la prétendue cousine de Koromaru, le stupide Toda, complètement trompé par le déguisement et mécontent que son ami lui ait caché une cousine mignonne. Après avoir hésité un moment, Kuro demande à Toda de lui faire visiter la capitale. Il réfléchit un moment, mais accepte, espérant lui toucher le sein en secret. Il rencontre Tuna en chemin, qui propose à Toda son vieux bateau à moteur pour la journée. Alors qu'ils prennent le bateau à moteur de Tuna, ils passent devant une étrange petite fille à 4 yeux errant dans les niveaux inférieurs de la base. Mais Toda ne lui prête aucune attention. Dans la capitale, Toda et Kuro profitent de leur rendez-vous improvisé bizarre. Koromaru s'amuse vraiment et presse ses faux melons contre le corps de Toda pour lui donner une érection.
Finalement, les deux atteignent la place principale de la Verle, où ils se promènent comme un couple étrange. Mais un moment crucial se produit lorsque les cendres de Kuro se cassent. Sans la moindre gêne, Toda s'agenouille pour les réparer. Cet acte simple et inattendu de gentillesse envoie un choc à travers Koromaru, et pour la première fois, il envisage sérieusement que vivre en tant que fille aux côtés de Toda pourrait être ce qu'il désire vraiment. Timidement, Koromaru pointe la tour et dit à Toda de l'y emmener, mais ces créatures ignorantes et pleines d'hormones restent inconscientes de la silhouette sinistre de Q, le mercenaire pervers qui les observe depuis l'ombre. Pendant ce temps, à la base, Yuki et Jinbei ont une conversation sérieuse. Elle exprime sa profonde inquiétude concernant la manifestation de Maggia Erebea par Toda, craignant que cela n'attire le mauvais type d'attention. Jinbei ne semble pas être si tendu, mais Yuki confirme que Toda est espionné par un drone par une figure puissante connue sous le nom de Fata Brunkus. À la tour, Toda déborde d'excitation, ayant enfin atteint le point de repère de ses rêves. Il dit à Kuro combien son amitié avec Koromaru compte pour lui, une déclaration qui remplit le garçon déguisé d'un mélange de bonheur et de tristesse. L'assurance de Toda que Kuro est mignon ne fait qu'ajouter à sa confusion. Cependant, leur petit moment Netflix stupide est violemment brisé. Q tend son piège, ouvrant un portail d'ombre qui commence à aspirer Toda. Koromaru est immédiatement jetée au sol, car elle ne peut pas utiliser son pouvoir dans le corps d'une fille. Malgré cela, il dégaine instinctivement son épée pour attaquer les ennemis. Cependant, il est immédiatement accepté par un deuxième mercenaire, un homme à 6 bras nommé Asura. Kuromaru découvre rapidement qu'il ne peut pas se retransformer en sa forme masculine, et il est facilement maîtrisé et projeté du bâtiment comme un parapente. Alors que Kuromaru est allongé désespérément sur le sol, il se souvient à quel point il aime Tota. D'une manière ou d'une autre, avec une montée d'adrénaline, il lance une autre attaque et jette Shao comme un frisbee. Il se transforme également pour redevenir lui-même, prêt à protéger Tota à tout prix. De loin, Asura a observé toute la scène et félicite même Kuromaru pour ses efforts. Mais avant que Kuromaru puisse se préparer à une attaque, des policiers arrivent sur les lieux. Juste à ce moment-là, Tota se réveille, et l'idiot n'a aucune idée de la forme féminine de Kuromaru. En voyant son ami, il demande immédiatement ce qui est arrivé à Kuro. Kuromaru ment rapidement, affirmant qu'il a mis son cousin en sécurité. Il réprimande ensuite Tota pour sa faiblesse. Intérieurement, Kuromaru se résigne à être simplement l'ami de Tota, peu importe la forme qu'il choisit. Mais Tota aggrave les choses en disant qu'il veut renifler les parties du corps de la cousine de Kuromaru et la traiter comme un jouet. Pendant ce temps, au siège de UQ Holder, la petite fille de tout à l'heure, nommée Kiri, est vue en train de jouer seule. Amaya, l'androïde, trouve la petite fille occupée à réaliser une sorte de rituel de sable. Lorsqu'il demande s'il y a une occasion spéciale, Kiri lève les yeux avec une lueur sinistre dans les yeux et répond que l'occasion spéciale ne fait que commencer. Dans le siège animé de UQ Holder, Karine prend Koromaru à part, le questionnant sur le rendez-vous avec Tota. Alors que Koromaru hésite, Karine demande pourquoi il n'a pas continué le déguisement de Kuru, comme il l'avait prévu. Pendant qu'il parle, l'experte en technologie Amaya présente la timide et craintive Kiri à Tota. La petite fille, qui semble intimidée par sa propre ombre, demande à avoir une réunion privée avec l'idiot stupide. Une fois qu'ils atteignent d'un coin isolé, l'attitude de Kiri change complètement. Elle se débarrasse de sa timidité comme Caitlyn Jenner se débarrassant de sa saucisse. Son expression se durcit en une autorité froide. Elle ordonne à Tota de s'asseoir, se déclarant sa supérieure dans UQ Holder et exigeant son respect. Alors que le garçon est confus, Kiri lui ordonne d'aboyer comme un chien et il le fait hésitant. Mais quand il remet en question son soudain comportement de dominatrice, Kiri essaie de lui donner un coup de pied au visage. Même s'il avait un aperçu de ses sous-vêtements, Tota attrape la fille par les cheveux et contrôle ses hormones. La fille affirme qu'elle a le droit de le frapper 5 fois, car Tota aurait échoué à la sauver à 5 reprises. Tota est complètement confus, insistant sur le fait que c'est la première fois qu'ils se parlent. Mais avant que Kiri puisse expliquer cette accusation bizarre, une ombre file le long du mur. Chao, le pervers fou des bas-fonds, apparaît et tranche la gorge de Kiri avec une vitesse aveuglante. Alors que Kiri s'effondre au sol, saignant abondamment, elle tend la main vers Tota, son dernier geste étant de lui saisir la main. Le garçon est terrifié alors qu'il dit à Kiri d'ouvrir les yeux. Soudain, Tota se réveille en sursaut, se retrouvant de retour à la base. Il se demande si tout cela n'était qu'un rêve, mais il voit alors Kiri, bien vivante, qui le gronde immédiatement pour sa grande stupidité. Juste à ce moment-là, Amaya et Karine apparaissent, prêtes à emmener Kiri à la capitale, et sont confuses de voir Tota déjà de retour au château. L'idiot a presque révélé le secret de Kiri, mais elle lui a marché fort sur le pied pour le faire taire. Lors du trajet en bateau de retour vers la capitale depuis l'île de Jeffrey Epstein, Karine et Amaya discutent des rumeurs entourant le pouvoir mystérieux de Kiri. Elles spéculent que son pouvoir n'est pas magique, mais plutôt prophétique. D'un autre côté, Tota se pose la même question, et Kiri explique hésitante comment fonctionne son pouvoir. C'est un pouvoir appelé sauvegarder et réinitialiser. En effectuant un rituel avec du sable, elle peut créer un point de sauvegarde comme dans un jeu Vice City. Chaque fois que Kiri meurt, le temps recule et elle revient à ce point exact. Et si elle tient la main de quelqu'un au moment de sa mort, elle peut ramener son âme avec elle. Elle dit à l'idiot incompétent qu'elle est déjà morte 5 fois parce qu'il n'a pas réussi à lui prendre la main. Elle informe Tota qu'il est d'une importance cruciale pour l'avenir, c'est pourquoi elle a pris des mesures aussi extrêmes pour avertir son vieux derrière. En arrivant à la capitale, il retourne dans la même ruelle. Kiri essaie à nouveau d'expliquer la situation, mais cette fois, Tota est prêt. Lorsque Chiao apparaît de l'ombre pour renouveler son attaque, Tota réagit instantanément. Il intercepte le coup et, en utilisant Kurobo,
augmente le poids de son épée à un niveau écrasant. Avant que Xiao ne puisse même réagir, Tota envoie ce sbire voler à l'horizon comme un ovni. Avec la menace immédiate écartée, Kiri raconte enfin à Tota l'histoire terrifiante du méchant dans leur vie. La raison de la boucle de la mort est un homme nommé Fate Evrunkes. Dans la chronologie originale, Kiri a vu Fate capturer Tota sans effort et la servir. Elle a regardé avec horreur Fate réduire Imea en miettes, le tranchant en deux d'un coup de pied, et envoyer Karin sur la lune d'un seul coup de poing. Après que Kurumaru ait été écrasé comme un cafard, Fate a réduit Tota en 1 million de morceaux. Juste au moment où il se tournait pour la solidifier, Kiri s'est auto-éliminé, déclenchant le redémarrage et recommençant la boucle pour sauver tous ses amis. En entendant cette histoire, Tota reste stupéfait, se demandant pourquoi cet homme puissant nommé Fate serait après lui. Cependant, leur conversation est interrompue par Amaya et Karin, qui ont tout écouté. Comprenant maintenant la véritable nature de la capacité de Kiri, Tota essaie de révéler tous les détails des pouvoirs de Kiri, mais la petite fille l'arrête. Amaya explique à l'idiot incompétent que de tels pouvoirs sont gardés secret pour une raison. Entre de mauvaises mains, Kiri pourrait être utilisé comme une arme, exterminée à plusieurs reprises pour remonter le temps au profit de quelqu'un d'autre. Tota comprend enfin la situation et assure à Kiri que lui et ses amis ne profiteraient jamais d'elle. Bien que la petite fille soit sceptique, Amaya, Karin et Kuromaru assurent tous Kiri de sa sécurité. Cela lui donne un nouveau sentiment de confiance envers ses coéquipiers. Mais elle frappe quand même Tota à la tête par amour. Avec la vérité exposée au grand jour, Kiri expose son plan pour capturer Fate. Puisqu'elle a déjà assisté à l'événement, elle sait exactement comment et quand l'ennemi arrivera. Kiri explique qu'elle a déjà préparé un nouveau point de sauvegarde dans le donjon souterrain, sous la villa de Yuki. Le plan est un piège à haut risque. Tota servira d'appât pour attirer Fate hors de sa cachette. Amaya fournira un soutien avec un puissant laser satellite orbital et attaquera l'ennemi. Karin et les autres affronteront les alliés de Fate et fourniront un soutien en arrière-plan. Dans le chaos qui s'ensuit, Kiri et Kuromaru se précipiteront. Le seul objectif de Kiri est de toucher Fate. Et une fois qu'elle le fera, elle se désanimera et son pouvoir transportera tout le monde, y compris leur cible, au point de sauvegarde dans le donjon où Yuki attendra pour déclencher le piège final. Alors que tout le monde prend position pour vaincre l'ennemi stupide qui ressemble à Kim Jong-un, Tota demande pourquoi Yuki ne les aide pas directement dans la capitale. Kiri explique que Fate est assez puissant pour sentir la présence de Yuki à des kilomètres. Si elle était à proximité, il ne se montrerait pas. Sentant le poids de la mission, Tota décide de chercher lui-même des informations sur Fate. Sur son téléphone, il trouve une vidéo que Yuki a téléchargée pour lui. Dedans, elle explique que Fate était autrefois un héros qui a combattu aux côtés d'elle et du grand-père de Tota, Nagi Springfield. Ils formaient une équipe qui a sauvé le monde. Mais après la mort de Negi, Fate a changé de personnalité, devenant un homme amer qui détestait l'humanité et les donuts au chocolat. Yuki avertit Toda que Fate vient pour lui à cause de sa connexion avec Negi et lui conseille fermement de rejeter toute offre que Fate pourrait faire. Toda est légèrement étourdi par cette avalanche d'informations. Mais il ne peut pas perdre de temps à réfléchir. L'équipe prend position dans un centre commercial bondé. Ameya est à un endroit éloigné, le doigt sur le bouton du laser satellite. La tension monte comme dans une émission de télé-réalité. Ameya verrouille la cible et Kiri donne le signal. Juste au moment où Toda aperçoit Fate d'Arankus, son sang se glace. Marchant dangereusement près du mage le plus puissant du monde se trouvent ses vieux amis insouciants de son village natal. L'opération bat son plein, mais l'esprit de Toda s'emballe, essayant de comprendre comment l'ami supposé de son grand-père a pu devenir une menace pour toute l'humanité. Sur un flux satellite, Ameya suit l'approche de Fate. Le plan est sur le point d'atteindre son point critique, mais tout s'arrête brusquement lorsque les anciens amis de Toda du village le repèrent dans la foule. Ils courent vers lui, complètement inconscients du danger dans lequel ils viennent de s'engager. Voyant le changement soudain de plan, Ameya est forcé d'improviser leur plan de frappe satellite. Voyant les civils, il décide de retenir son tir. Mais juste au moment où il s'apprête à annuler, l'un des alliés de Fate, une serveuse à l'apparence robotique, le prend en embuscade et lui tranche la main qui tenait le contrôleur satellite. De retour au centre commercial, Toda est obligé de faire bonne figure, échangeant des politesses avec ses amis, tout en essayant de ne pas révéler la situation de vie ou de mort qui se déroule autour d'eux. Juste à ce moment-là, Fate s'approche comme un personnage inquiétant de Johnny Depp. Il se présente calmement comme un vieil ami du grand-père de Toda, mais son comportement amical cache une menace glaçante. Il laisse entendre qu'il sait tout sur Toda, la couleur de son zizi, ses nouveaux alliés à Yuki Holder, et même ses amis du village. Alors que Toda essaie de sauver ses amis, Fate lui donne un ultimatum, s'associer avec lui pour détruire la Terre volontairement, où il éliminera tout le monde dans le centre commercial sans hésitation. Kiri, observant depuis sa cachette, est furieuse que leur plan parfaitement élaboré ait été gâché. Mais au lieu de reculer, Toda fait un geste audacieux. Il rejette audacieusement l'offre de Fate et décide de défier le gars aux cheveux blancs et sort son épée bien-aimée, comme sa saucisse. Quand Fate insulte Yuki, Toda crie à plein poumon qu'il y a un terroriste avec une bombe dans le centre commercial, provoquant la panique parmi les civils. Dans cette seconde de confusion, Karin attaque Fate par derrière. Alors qu'il est déconcerté, Toda se joint à l'action, balançant Korobo de toutes ses forces. Fate bloque leurs deux coups avec un bouclier magique, mais Toda, dans une tentative désespérée, augmente le poids de l'épée à 500 000 fois son poids normal et brise la barrière. Au moment où la barrière se brise, le reste de l'équipe passe à l'action. Ameya, ayant neutralisé son attaquant, reprend le contrôle de la télécommande et tire le laser orbital directement sur Fate.
Alors que le faisceau d'énergie massif s'abat, Koromaru se précipite, portant Kiri sur son dos pour compléter la phase finale du plan. Pendant que Fate lutte pour absorber l'immense puissance du laser, Kiri parvient à s'accrocher à lui comme un petit enfant essayant de téter sa maman. Mais juste au moment où elle se tourne pour atteindre les autres et les entraîner dans la réinitialisation, son corps se transforme en pierre. Le plan a échoué à la dernière seconde possible, provoquant un sourire sinistre sur le visage de Fate. Avec leur joueur clé à terre, l'équipe envisage de battre en retraite, mais Toda refuse de reculer. Il voit que Fate a subi de lourds dégâts à cause du laser et a perdu une partie de son pouvoir. C'est leur seule chance. Alors que davantage de mercenaires de Fate arrivent pour affronter le reste de l'équipe, Toda donne tout ce qu'il a contre le maître mage. Mais son ennemi est d'un tout autre niveau et ressemble à des idiots complets de l'Alabama. Chacun d'eux est confronté à un adversaire à l'apparence étrange et ils se préparent à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Pendant ce temps, Fate gère toutes les attaques physiques de Toda comme si c'était des bonbons, prouvant qu'il est un parfait maître à la fois de la magie et des arts martiaux. Sa riposte est également d'un autre niveau, qu'il lance sans transpirer. Soudain, Karin contacte Toda via WhatsApp. Elle lui dit qu'un étrange compte à rebours est apparu sur le bras pétrifié de Kiri. Ils conviennent tous les deux de faire confiance à la petite fille et de retarder les attaques pendant un certain temps. Toda fait de son mieux pour occuper Fate, le provoquant et esquivant ses coups tandis que le compte à rebours sur le bras de Kiri s'écoule. Juste avant la fin du compte à rebours, Toda augmente à nouveau le poids de Kurobo, projetant Fate au sol et l'immobilisant. Dès que le compte à rebours atteint 0, Toda attrape la main de Kiri et la pétrification sur son corps se brise. Le reste de l'équipe se rassemble rapidement autour d'elle, établissant le contact. Avec Fate toujours immobilisé, Kiri active son pouvoir, se tuant et renvoyant tout le groupe, y compris leur ennemi, dans le passé jusqu'au point de sauvegarde dans le donjon souterrain. Une fois là-bas, Fate se retrouve face à face avec Yuki, après 20 longues années. La simple vue d'elle le met sur les nerfs et il se prépare à se battre, mais au fond de lui, il sait que le combat est terminé. Fate admet sa défaite et, en échange de sa libération, accepte de répondre à une question de chacun d'eux, comme si c'était un jeu télévisé sur Comedy Central. Ameya n'est pas intéressé par leur querelle familiale et il demande à Fate quels sont ses plans pour Toda. Sans hésitation, Fate révèle son véritable objectif. Il veut utiliser le pouvoir de Toda pour sauver Negi Springfield, ce qui, selon lui, sauverait à son tour les 12 millions de personnes du système solaire. Karin, dans un moment de pure jalousie, demande qui Negi aimait le plus, elle ou Yuki. Cependant, avant que Fate ne puisse répondre à cette question ridicule, Yuki le menace avec ses pouvoirs de glace et il évite rapidement le sujet comme une petite amie toxique. Kuramaru s'avance alors et demande à quel point son besoin de Toda est urgent. Fate répond que ce n'est pas urgent, ce qui signifie que Toda n'a pas à le suivre immédiatement. Enfin, c'est au tour de Toda. Il félicite Fate de ne pas être aussi mauvais qu'on le disait, mais il pose ensuite la question qui le hante. « Es-tu responsable de la mort de mes parents ?» Tout le monde dans le donjon est stupéfait. Fate le regarde droit dans les yeux et dit oui. En entendant cela, l'aura de Toda explose et Magia Erebia commence à émerger. Il promet de battre Fate comme les manifestants l'ont fait au Népal, mais à ce moment-là, la barrière du sceau magique sur son corps s'active. Et une vision fantomatique de Negi Springfield apparaît dans la pièce. Toda le reconnaît comme l'homme de sa vision au cimetière. L'hologramme de Negi dit à Toda de ne pas croire ce que Fate vient de dire, expliquant que ses actions, aussi tordues qu'elles paraissent, visaient à le protéger. Alors que cela se produit, Yuki ordonne télépathiquement à Kuramaru de trouver et de détruire l'appareil sur le corps de Toda qui projette l'image. Juste au moment où Negi est sur le point de révéler toute la vérité, Kuramaru trouve le sort sur l'épaule de Toda et le tranche, faisant disparaître l'hologramme dans les airs, laissant Toda avec plus de questions que de réponses. Le lendemain, Kiri, Karin et Kuramaru se détendent, mais Kiri est de mauvaise humeur. Elle est furieuse qu'après tous les efforts qu'elle a fournis et être morte 6 fois, Yuki ait simplement laissé Fate D'Arunkis s'en aller comme O.J. Simpson. Elle est aussi agacée de ne même pas avoir pu voir le grand-père célèbre de l'idiot incompétent et stupide, Toda. En entendant cela, Corinne la taquine, suggérant qu'elle est en réalité juste contrariée parce qu'elle est amoureuse de Toda. Kiri proteste vivement, mais il est clair que Corinne a touché un point sensible. Pendant ce temps, l'idiot en question suit Yuki comme un chiot perdu, la harcelant de questions sur Negi Springfield. Il est encore sous le choc de la révélation que son grand-père est d'une manière ou d'une autre toujours en vie. Mais Yuki n'est pas d'humeur à parler. Elle l'ignore complètement, et en arrivant à son bureau, elle se précipite à l'intérieur et lui claque la porte au nez. Sa frustration est interrompue par l'arrivée de nouveaux visages à la villa Yuki Holder. Pendant ce temps, Toda est frustré et s'entraîne seul pour se défouler en utilisant son Kurobo. Il est habillé comme un serveur dans un restaurant 5 étoiles, pour une raison quelconque. Il ne se rend pas compte que Tuna, la femme de ménage, sort les poubelles et il tranche accidentellement le sac poubelle avec son épée. Il avoue qu'il était frustré, et la gentille Tuna lui pardonne instantanément. Ils finissent par prendre une pause thé ensemble, bavardant et riant comme une bande de petites filles. De loin, Kiri et Kuramaru les espionnent, et il est évident qu'ils sont jaloux de la proximité entre Tuna et Toda. Cependant, leur espionnage est interrompu par une démonstration d'acrobatie folle qui semblerait tout à fait à leur place à l'asile d'Arkham. C'est Mizor, la fille étrange qui vient d'arriver. Elle atterrit juste devant eux, dit à Tuna de rester loin de Toda, puis confronte le garçon lui-même. Mizor explique que Toda vient d'une famille de coureurs de jupons.
Son arrière-grand-père, Nagi Springfield, avait un harem, et son grand-père, Negi, a suivi les traces de son père. Elle affirme que Negi a fait pleurer sa grand-mère, et elle est venue pour vaincre Toda afin de venger sa mère. Elle se précipite et l'attaque, mais Toda bloque facilement ses attaques et la projette en l'air comme du linge sec. Il saute ensuite après elle et la sauve, ce qui la fait rougir instantanément. Mizor le félicite d'avoir répondu à ses critères, puis, dans un saut logique complet, décide de l'épouser pour épargner à d'autres femmes la douleur qu'il causera inévitablement. L'idiot stupide Toda rejette poliment son offre au lieu de se glisser sous sa jupe. D'un autre côté, son arrière-grand-mère, Ayaka, a une réunion avec Yuki. Elle se remémore le temps passé en tant qu'élève de Negi Springfield, riant des souvenirs de toutes les filles de leur classe amoureuse de lui. De retour au présent, Mizor a décidé que la meilleure façon de conquérir le cœur de Toda est par son estomac. Elle devient servante pour lui apporter de la nourriture. Et Kiri, Kuramaru et Corinne ne peuvent que regarder avec consternation alors qu'elle met tant d'efforts dans sa nouvelle quête romantique. Toda apprécie le repas que Mizor lui apporte, et quand il voit les bandages sur ses mains, il réalise qu'elle l'a cuisiné elle-même. Corinne taquine à nouveau Kiri pour être amoureuse de Toda, mais ensuite elle leur donne, à elle et à Kuramaru, une leçon sévère sur les réalités de leur situation. Elle leur dit d'abandonner. Toda est un pervers dans l'âme, et il choisira toujours une fille avec des organes reproducteurs poilus plutôt qu'une immortelle. Juste à ce moment-là, Ameya apparaît et leur dit qu'il a la solution à leurs problèmes amoureux. Il explique une légende locale, un sort de source chaude où l'on peut faire tomber quelqu'un amoureux de soi en lui lavant le dos 50 fois. Ils doutent de lui, mais Ameya éveille leur intérêt en menaçant de partager l'information avec Mizor et Yuki, qui ont des organes poilus. Plus tard dans la soirée, Ameya et Toda se détendent dans les sources chaudes. Ameya cherche clairement à gagner du temps, et pour ce faire, il raconte à Toda l'histoire de sa vie. Il a eu un accident quand il était enfant et est dans le coma depuis plus de 70 ans. Ameya prétend que sa conscience a été transférée dans le corps d'androïde qu'il habite maintenant. Pendant qu'il raconte son histoire, les filles pleines d'hormones se préparent toutes à passer à l'action. Karine est la première à arriver. Elle intimide Toda et le force à tourner le dos pendant qu'elle utilise une brosse dure pour le frotter. Mais avant qu'elle ne puisse aller très loin, Kiri intervient et la repousse d'un coup de pied, et les deux commencent à se disputer. Il lève les yeux pour voir que Yuki s'est faufilé et a commencé à frotter le dos de Toda, mais Mizor ne la laisse pas terminer. Une véritable guerre éclate alors que les filles rivalisent pour être celle qui frottera son dos dégoûtant, infesté de levure. Voyant son ami en détresse, Kuramaru apparaît et le sauve des jeunes femmes fougueuses. Mais son sauvetage est de courte durée, car Kiri et Mizor sautent au milieu d'eux, et la saucisse faible de Toda est envoyée dans la piscine. Pendant que les filles amoureuses se battent entre elles, Yuki rejoint Toda dans la piscine. Elle demande ce qui se passe, et après qu'il ait expliqué, elle commence à lui frotter doucement le dos elle-même. En le faisant, elle s'excuse finalement pour son comportement froid plus tôt, admettant qu'elle a juste passé un mauvais moment. Les filles regardent toutes avec défaite, en réalisant que Yuki a remporté la bataille pour son dos sans effort. Plus tard, Toda va rencontrer Yuki sur les quais pour une vraie conversation, comme dans un film de mafia. Elle apparaît sous sa véritable forme plus jeune, ce qui le contrarie un peu. Il lui demande si elle est amoureuse de Negi Springfield, et elle avoue que oui. Elle lui raconte ensuite toute la vérité compliquée. Le Negi qu'il a vu dans la grotte plus tôt n'était pas vraiment son grand-père. Il y a 20 ans, Negi a vaincu un puissant sorcier noir nommé le Mage du Commencement. Il a gagné la bataille avec ce nom stupide et a sauvé le monde. Mais dans le processus, Negi a été possédé par le sorcier. Elle et Fate ont tous deux essayé de le sauver depuis, mais leurs méthodes différentes les ont mis en désaccord. Toda évoque alors ses parents, rappelant à Yuki que Fate avait avoué l'avoir éliminé. Elle le regarde avec une expression triste et lui dit que ce que Fate a dit n'était pas vrai. Ses parents ne sont pas morts dans cet accident il y a 2 ans, parce qu'il n'a jamais eu de parents. Claude n'est pas né comme les autres. Il s'avère que ce gamin stupide a été créé dans un laboratoire comme un virus il y a seulement 2 ans, en utilisant les données génétiques de Negi Springfield. Toda n'est pas seulement lié à son grand-père. Il est un clone de Negi Springfield. Dans le calme qui suit une révélation bouleversante, Toda est assis dans sa chambre, se sentant déprimé. La nouvelle qu'il n'est pas une personne mais une expérience génétique, un clone de Negi Springfield, pèse sur lui comme un fardeau physique. Il se confie à Kuramaru sur cette angoisse existentielle, tandis qu'il reste là, voulant simplement dévorer la saucisse de Toda. Il explique que l'amour de Yuki a toujours été pour son grand-père, et que la seule raison pour laquelle elle aimait Toda n'était pas par affection, mais par devoir envers l'homme qu'elle a perdu. Le fondement même de sa vie, sa connexion avec la personne qui l'a élevée, lui semble maintenant être un mensonge. Kuramaru fait de son mieux pour remonter le moral de son ami, mais le pauvre gars essaie clairement encore de tout assimiler. Cependant, leur conversation sombre est brusquement interrompue lorsque Mizore fait irruption dans la pièce comme un ouragan avec Kiri derrière elle. Elle déclare que la meilleure façon de se débarrasser d'une crise d'identité est d'aller au tournoi d'arts martiaux de Maora. Avant que Toda ne puisse protester, il se retrouve sorti de sa torpeur et se dirige vers la ville. Pendant ce temps, dans une autre partie de la base, Yuki a une conversation tranquille avec Ayaka, l'arrière-grand-mère de Mizor. Elle avoue qu'elle a dit à Toda la vérité sur ses origines. Peu après, le groupe se promène dans les rues bondées de la ville, observant les combattants et s'imprégnant de l'énergie chaotique du tournoi. L'atmosphère vibrante commence à faire son effet, et Toda, excité comme un taureau enragé, part pour comprendre comment s'inscrire. Voyant cela, Kiri et Kuramaru deviennent jaloux car Toda se sent extrêmement à l'aise avec cette fille Mizor. Malheureusement, Toda est déçu car toutes les places du tournoi sont déjà prises.
Il essaie de ne pas laisser cela gâcher son humeur, promettant d'essayer à nouveau l'année prochaine. Juste à ce moment-là, la vieille dame, Ayaka, apparaît de nulle part, accompagnée de deux autres anciennes élèves de Negi, Mana Tatsumiya, qui se trouve être la directrice du tournoi, et Chachamaru, un androïde stoïque. Sans aucun avertissement, Ayaka arrache Toda comme un proxénète de Chicago, disant qu'ils ont quelque chose d'important à discuter, laissant derrière elle une misaurée protestante. Maintenant, les femmes l'emmènent dans un lieu chargé d'histoire, l'ancienne salle de classe où Neji enseignait quand il n'avait que 10 ans. Elle partage des souvenirs de son premier jour, à quel point il était timide, mais comment il a instantanément conquis le cœur de chaque fille de la classe. Là, Toda rencontre une autre ancienne élève de son grand-père, une fille pâle nommée Sayo, qui se révèle être un fantôme. Ils se rassemblent tous autour de lui, leurs expressions mêlant nostalgie et affection. Ils disent à Toda que son statut de clone n'a aucune importance pour eux. Ce qui compte, c'est qu'il porte l'héritage de Neji. Ils lui assurent que si Neji était là, il traiterait Toda comme un vrai petit-fils. En fait, ils le considèrent déjà comme tel. Le poids de leur acceptation est écrasant. Et alors qu'Ayaka, se levant de son fauteuil roulant, lui donne un câlin chaleureux mais dégoûtant pour sentir son zizi mou, Toda réalise qu'il a une famille qu'il n'a jamais connue. À ce moment-là, Mana reçoit un appel du personnel du tournoi. Un combattant a été gravement blessé et a dû abandonner, et ils ont besoin d'un remplaçant de dernière minute. Quelques heures plus tard, Toda entre sur le champ de bataille sous les acclamations bruyantes de la foule, tandis que ses amis crient leur soutien depuis les gradins. En face de lui se tient un adversaire vêtu d'une cape nommée Cutlass, qui ressemble à un méchant classique d'anime déterminé à perdre. La cloche sonne et le match commence rapidement. Toda se précipite, échangeant des coups rapides, pour se rendre compte que cet adversaire est beaucoup plus fort que prévu. Depuis la touche, Sayo et Kuramaru commencent à s'inquiéter. Ils peuvent sentir que Cutlass dégage une soif de sang dangereuse bien au-delà de ce qui est normal pour une compétition. Pendant ce temps, Mana va vérifier le combattant blessé qui a abandonné et découvre la vérité troublante. Cutlass est celui qui l'a éliminé juste pour lui voler sa place. Sur le champ de bataille, Toda a du mal à porter un coup net. Cutlass le surpasse à tous les niveaux, utilisant une combinaison de force brutale et de puissante magie élémentaire. Puis le combat devient personnel. Cutlass le provoque, le traitant de modérateur de Discord juste avant de le trancher net en deux. Kiri et Kuramaru craignent son nom tandis que Misaure regarde avec horreur, mais Toda ne reste pas à terre. Il se relève, bouillonnant de rage, alors que son aura sombre. Le pouvoir de Magia Eribea prend le dessus. Il charge à nouveau, mais Cutlass contre comme si de rien n'était. Maintenant, Cutlass fait pleuvoir des épées magiques d'en haut, clouant Toda au sol avec des lames enchantées qui annulent sa magie. Pendant qu'il est coincé, Cutlass continue de le narguer, le traitant de bon à rien et lui disant qu'il n'égalera jamais le vrai Negi. Mais juste au moment où son esprit est sur le point de céder, il entend ses amis crier depuis les gradins. Leur voix lui donne la force de continuer. Il se libère et lui assène un coup de poing solide en plein visage. L'impact fait tomber sa capuche, révélant que son mystérieux adversaire puissant est en fait une jolie petite fille. Cutlass s'en moque et dit qu'elle adorerait le finir, mais qu'ils n'ont plus de temps. Soudain, Negi Springfield lui-même descend du ciel. Il intervient et dit qu'il est là pour emmener Toda avec lui. Les dames qui le connaissaient sont ravies de le voir, mais Mana et les autres paniquent instantanément. Elles savent que ce n'est pas vraiment Negi, c'est le créateur de vie qui tire les ficelles. Negi essaie de convaincre Toda qu'ils ont besoin de lui pour sauver le monde, mais cela lui semble extrêmement gai. Avant que les choses ne s'enveniment, Yuki fait son entrée grandiose. Elle brise la barrière séparant le champ de bataille de la foule et intervient. Elle révèle la vérité. Ce n'est pas du tout Negi, juste le créateur de vie déguisé. Mais avant qu'elle ne puisse faire autre chose, deux de ses anciens camarades de classe maintenant alliés à l'ennemi apparaissent et la piègent avec leur magie. Quelques instants plus tard, un homme massif et musclé qui semble s'être échappé d'un anime JoJo's Bizarre Adventure tombe du ciel et fonce droit sur Toda. Mais avant que le coup ne puisse atteindre, Karin et Kuramaru sautent pour bloquer le coup et Kiri apparaît avec son épée juste à temps. Alors que la pression monte, Yuki se libère de la contrainte magique. Et avec cela, Toda et sa stupide petite équipe se regroupent, prêts à affronter le créateur de vie et ses fidèles abonnés TikTok dans un combat total. Le champ de bataille est prêt et l'air de l'arène du tournoi est imprégné de l'odeur de la sueur. Yuki avertit ses alliés que ce n'est pas un combat ordinaire. Leurs adversaires sont des légendes. Il y a Yue, la détective magique omnisciente, Nadoka, la liseuse de pensée clairvoyante, et Jack Rakan, le mercenaire épéiste considéré comme le plus grand du monde. Et à leur tête se trouve l'être portant le visage de Negi Springfield, un homme dont le pouvoir est si immense qu'un simple éternuement de sa part déchire les vêtements de chaque personne dans le stade. Cette scène bizarre laisse Toda stupéfait par la vue de toutes les femmes de sa vie soudainement nues, leurs poitrines oscillant comme des gelées. Pendant ce temps, la servante, Tuna, arrive enfin pour regarder la bataille, mais son visage est rempli d'inquiétude lorsqu'elle remarque une énorme tempête sombre se développer dans la scène. Sur le terrain, Kiri tente de désamorcer la situation. Elle dit à leurs ennemis qu'au lieu de s'engager dans une bataille, ils devraient simplement essayer de convaincre Toda de rejoindre leur camp pacifiquement. Kiri essayait de gagner du temps pour qu'ils puissent découvrir les faiblesses de leurs adversaires. Malheureusement pour elle, Nadoka, avec sa capacité de lire dans les pensées, expose instantanément les véritables intentions de Kiri à tout le monde. La diplomatie ayant échoué plus durement que le gouvernement népalais, Nadoka lâche une autre bombe, révélant que Toda est le seul clone réussi créé à partir du matériel génétique combiné de Negi et Asuna. L'ennemi lui demande calmement de venir avec eux, mais Toda leur dit d'aller se faire voir. Soudain, une voix mystérieuse et désincarnée retentit, déclarant que Toda sera emmené.
Un portail sombre s'ouvre dans le tissu de la réalité et l'entraîne, le tirant dans un autre monde. Lorsqu'il se réveille, Toda brille comme un esprit et se retrouve dans un étrange royaume éthéré. Au loin, il voit Yuki blessé et effondré sur le sol. Il court pour attraper ses melons inconscients, mais trébuche avant de pouvoir l'atteindre. Le décor change autour de lui, et il se retrouve devant un château perché au bord d'une falaise. Un homme avec un sourire permanent et inquiétant est à côté de lui. Kurobo l'avertit instantanément de ne pas faire confiance à cet homme, en soulignant que son nom est Albero, le puissant mage qui a créé l'épée, et qu'il est un démon bien pire que Yuki elle-même. Albero affirme que son seul objectif est de persuader Toda de rejoindre le groupe de Negi. Pour cela, il décide de lui montrer un aperçu du passé. Dans cette vision, Toda voit Yuki il y a des siècles tombée de ce même château. Elle est sauvée par un bel homme aux cheveux roux, Negi Springfeld, le père de Negi. Toda regarde Yuki tomber éperdument amoureuse de son sauveur, le suivant partout, refusant de le quitter, comme Melania Trump. Le souvenir change ensuite, et Albero l'emmène dans une autre chronologie. 15 ans plus tard, quand Negi, âgé de 10 ans, est devenu enseignant à l'académie, Toda voit Yuki, qui est heureuse de rencontrer le fils de Negi, et elle prend rapidement le jeune garçon sous son aile. Il regarde Yuki devenir son maître, le traitant parfois de weeb et lui ordonnant de lécher ses pieds, jusqu'à ce qu'Asuna intervienne pour le sauver. Toda voit leur lien se renforcer, et finit par les voir s'embrasser comme dans ses films à l'eau de rose. Le souvenir d'une Yuki heureuse emplit Toda de joie, et il remercie Albero de le lui avoir montré. C'est alors que le mage admet nonchalamment que tout ce qu'il vient de lui montrer était un mensonge. Alors que Toda essaie de comprendre cela, la version onirique de Yuki le remarque et marche vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, une femme enveloppée d'une aura sombre apparaît derrière elle et la piège dans les ombres. Cette femme est l'incarnation du mal, le mage du commencement, également connu sous le nom de créateur de vie. Profitant du moment, Albero lance une attaque surprise, enfonçant plusieurs lances dans le dos de Toda pendant qu'il est distrait par ses poils pubiens. Albero utilise alors un sort de gravité pour clouer Toda au sol, tandis que le Lifemaker, sans hésitation, coupe Yuki piégé en deux. Même blessé, Toda refuse d'abandonner. Il se traîne sur le sol pour l'atteindre. Le Lifemaker lui dit qu'il n'y a qu'une seule façon de la sauver, aller avec elle et accepter son destin. Toda atteint enfin Yuki et la soulève dans ses bras. Les larmes aux yeux, elle lui dit que tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est quelqu'un qui marcherait avec elle sous le ciel bleu pour toujours, un rappel déchirant de sa vie immortelle solitaire. Toda promet qu'il sera toujours là pour elle, et esquivant la prochaine attaque du Lifemaker, il l'emmène dans un endroit plus sûr. Une fois qu'il s'arrête, elle explique qu'ils sont à l'intérieur d'un monde créé par l'imagination du créateur de vie. Dans cet endroit, le créateur de vie peut plier la réalité comme elle le souhaite. Malgré cela, Yuki a encore un tour dans son sac. Elle invoque une rafale de sauts magiques et forme une barrière autour d'eux, et les deux lancent une attaque directe. Cependant, le Lifemaker change constamment de forme comme Dwayne The Rock Johnson, alternant entre sa propre apparence et celle de Nagi et Negi pour déstabiliser Yuki. Cette guerre psychologique la force à baisser sa garde. Au même moment, le créateur de vie déclenche une capacité puissante qui met Toda hors de combat en quelques secondes. Il est frappé violemment et se retrouve soudain dans une hallucination, entouré par un groupe de phalles qui tentent de l'entraîner dans un océan rouge pour le noyer. Alors qu'il coule, une nouvelle fille apparaît et brise l'illusion. Elle s'appelle Asuna et elle se présente comme sa grand-mère. Elle explique que pendant que le Lifemaker jouait avec son esprit, elle a réussi à s'infiltrer comme du sperme. Elle salue joyeusement Yuki, qui s'est également libéré de l'illusion avec le reste de l'équipe. Asuna explique que même s'ils avaient l'impression d'être piégés depuis longtemps, moins d'une seconde s'est écoulée dans le monde réel. Elle se tourne vers Toda et lui dit qu'au fond de lui se trouve le pouvoir de vaincre le Lifemaker. Mais pour le débloquer, il doit survivre 37 secondes entières contre elle en combat. Avec un objectif clair en tête, Toda et le reste de l'équipe retournent à la réalité. Immédiatement, tout le monde se sépare et lance une attaque coordonnée contre leurs ennemis. Avec les informations fournies par Asuna, ils éliminent facilement les adversaires les plus faibles au Moyen-Orient. Au même moment, Toda ignore tout le monde et fonce droit sur le Lifemaker, les yeux fixés sur elle alors que la bataille finale commence. Avec les mots de sa grand-mère résonnant dans son esprit, Toda est déterminé à se battre pendant 37 secondes à tout prix. Il fonce droit sur le créateur de vie et essaie d'atteindre son grand-père à travers l'hallucination. Cependant, ses mots sont engloutis par le pouvoir obscur écrasant qui émane du corps de Negi. Juste au moment où tout semble perdu, deux épées s'écrasent dans le chaos pour sauver la situation comme dans toute fin heureuse. Yuki et Fate sont arrivés, sautant pour soutenir Toda. Fate ne perd pas de temps et lance un puissant sort complexe. Le monde autour d'eux se dissout comme ma conscience professionnelle, et les esprits des quatre, Toda, Yuki, Fate et le possédé Negi, sont attirés dans un plan spirituel serein où ils se retrouvent face à face avec le véritable Negi, apparaissant sous sa forme enfantine. Lors de cette rencontre surréaliste, Fate expose son plan désespéré pour arrêter le créateur de vie et sauver le monde. Il explique son objectif d'utiliser le pouvoir unique de Toda non seulement pour libérer Negi, mais aussi pour accorder le don d'immortalité à tout le monde dans le système solaire, mettant fin à la souffrance pour toujours. Le vrai Negi écoute avec une profonde tristesse dans les yeux et admet que le plan audacieux pourrait effectivement fonctionner. Mais il révèle aussi le terrible coup. Pour que cela réussisse, son propre âme, maintenant profondément liée à celle du créateur de vie, devrait être détruite.
Profitant du peu de temps précieux qu'ils ont, Yuki enroule ses bras autour du jeune Negi comme un masseur, s'accrochant à la version de lui qui reste encore. Negi offre ensuite quelques derniers mots de soutien à Toda, et juste comme ça, ils sont tous violemment ramenés sur Terre. La bataille reprend avec une vengeance. Le créateur de vie, furieux de leur défi, entre dans une nouvelle transformation terrifiante. Fate et Yukihime lancent une attaque conjointe, combinant leurs sorts de scellement les plus puissants, mais elle les surpasse facilement tous les deux, les mettant à terre à trois sans transpirer. Toda n'est pas épargné non plus. Lorsqu'elle le vise, il est violemment repoussé. Mais au lieu de rester à terre, il déclenche sa propre transformation. Son corps commence à briller d'une puissante lumière blanche qui correspond à son aura sombre. Maintenant, tous deux s'élancent dans le ciel, emportant leur combat cataclysmique dans la haute atmosphère tandis que leurs alliés continuent de lutter contre les mercenaires en bas. Dans les airs, Toda est en train de se faire démolir. La puissance brute du créateur de vie et ses siècles d'expérience le submergent complètement. Au sol, son équipe se fait écraser par ses partisans. Jack Rakane tabasse Korin et Nodoka et Yue brisent facilement les sorts de liaison de Koromaru. À un moment donné, Toda aperçoit la destruction que leur bataille a laissée derrière elle dans la ville en contrebas. Alimenté par un mélange de culpabilité et de colère, il se lance sur le Lifemaker et enchaîne une série de coups brutaux, renversant enfin le combat en sa faveur. Mais juste au moment où il semble prendre le contrôle, Jack Rakane apparaît et le transperce avec une épée massive. Immédiatement, Toda s'effondre au sol, saignant comme un poulet sans tête. Alors que le créateur de vie s'avance pour en finir, Kiri se jette devant lui, espérant arrêter le carnage. Le créateur de vie s'arrête, clairement conscient de la dangereuse capacité de réinitialisation de Kiri. À ce moment-là, Cutlass apparaît de nulle part et poignarde Kiri dans le dos comme un véritable fléau. Elle force la bouche de Kiri à s'ouvrir et arrache une pilule d'autodestruction cachée qu'elle avait dissimulée dans une dent. Voir cela met Toda dans une rage totale, et il commence à se libérer des liens qui le maintiennent. Mais Kiri, à peine consciente, lui dit de se calmer. Elle explique que tout se déroule selon son plan, et qu'elle avait juste besoin de gagner du temps. Comme prévu, un gigantesque saut magique apparaît sous les pieds de tout le monde. Le piège tendu par les anciens élèves de Negi a été déclenché. Immédiatement, le groupe est transporté dans un endroit complètement différent, où tous les anciens élèves de Negi attendent. Ils ont combiné leurs forces pour enfin le vaincre. Les filles, sous l'effet des hormones, lui lancent tout ce qu'elles ont dans une offensive parfaitement coordonnée. Attaque élémentaire, technique unique et travail d'équipe incessant. Même si la force brute seule ne suffit pas, ils parviennent à aider le vrai Negi à reprendre le contrôle de son corps pendant un moment précieux. À cet instant, Asuna arrive et brise complètement l'illusion, ramenant tout le monde sur Terre. Elle s'approche de Negi et il la reconnaît immédiatement, prouvant qu'une partie de lui est toujours là. Malheureusement, ce conte de fées ne dure pas longtemps. Le créateur de vie reprend rapidement le contrôle et annonce qu'elle veut se retirer dans sa chambre. Elle admet sa défaite pour l'instant, mais avant de partir, elle dit à Toda de la rejoindre au sommet de la grande tour. Sur ce, elle et ses partisans disparaissent dans un faisceau de lumière. Alors que Jinbei et les autres agents de UQ Holder aident à sauver les civils de la destruction, la crise immédiate est terminée. Plus tard, de retour à la base secrète, Toda avoue ses sentiments à Yuki et lui demande carrément de l'épouser. Cependant, Yuki le refuse, affirmant qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la protéger. Les autres filles, qui avaient écouté en cachette, assistent à cette audacieuse proposition et à son rejet humiliant. Ils se liguent immédiatement contre Toda, le battant pour avoir eu l'audace de demander quelque chose d'aussi scandaleux. Malgré le rejet, Yuki est secrètement flattée par la proposition, ce qui montre clairement qu'elle veut aussi un morceau de ce Toda. Si vous voulez que nous couvrions la saison 2 de cet anime, commentez Melon ci-dessous. D'ici là, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec tous vos amis.